Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 1er février 2025. Mon nom est Claude Laferrière. Je suis avocat et enseignant en géopolitique, en droit international et en droit de la sécurité nationale. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune considération, aucune donation de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui: Trump, les tarifs et les mesures de rétorsion. La réponse du Canada, autrement dit, et du Québec possiblement. La vidéo d'aujourd'hui, je vais la diviser en 3 sections pour bien me faire comprendre. La première section va s'appeler la haine de Trump. La deuxième section va s'appeler l'alignement idéologique. La troisième section, la réponse, les mesures fiscales et autres. Commençons donc par la première section, la haine de Trump. La situation actuelle par rapport au président Donald J. Trump et l'établissement de tarifs place le Canada dans une situation extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que depuis que Trudeau a été porté au pouvoir, eh bien, nous faisons ce qu'on appelle du Trump hating. On est des Trump haters au Canada. On haït Trump dans les médias et dans la classe politique depuis une décennie. Ça s'est manifesté lors de la réunion du G7, entre autres, dans Charlevoix, où M. Trudeau a parlé dans le dos du président Trump et ce dernier s'en est aperçu. Donc, à partir de ce moment-là, ça a été fort mal. Ça, c'était durant le premier mandat de M. Trump. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la haine de Trump? La haine de Trump, ça veut dire le dénigrement. C'est quoi le dénigrement? Juridiquement parlant, il faut se référer à la décision King-Star de la Cour suprême du Canada, où le juge Brian Dixon a repris les propos du juge Jackson de la Cour suprême américaine. C'est le fait de réduire, de ridiculiser, d'abaisser une personne. En droit familial, on va appeler ça de la cruauté mentale qui va justifier un divorce. Dans le droit du travail, c'est le harcèlement psychologique. Et dans la vie civile, en général, ça peut mener à des procès en diffamation. Maintenant, comment ça s'est manifesté? Bien, écoutez, dans les médias, nos journalistes, les panels d'experts traitent Trump de narcissique, psychopathe. Aujourd'hui même, Yves Boisvert dans la presse a utilisé l'expression de bombe à la Maison-Blanche pour qualifier Trump. C'est le titre de son article dans le journal de la presse d'aujourd'hui. On dit qu'il est imprévisible, chaotique, on le traite de malade mental, de bandit, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Vous comprendrez que ça nous place fort mal par rapport à des négociations ou par rapport à un dialogue, à une diplomatie fondamentale qui est nécessaire, si vous voulez, à l'existence d'un État souverain. Voilà. Et on reprend en quelque sorte le discours de CNN, n'est-ce pas? Et ça, c'est toute notre classe politique et notre classe médiatique mainstream qui reprend, de même que nos experts de panel, etc. Là, il faut comprendre une chose. C'est que s'imaginer que Trump n'est pas au courant de ce qu'on dit de lui au Canada, il faut vraiment être imbécile. J'ai pas d'autres mots. Trump a des capteurs, a des antennes partout dans le monde et il est parfaitement au fait de ce qu'on dit de lui dans les masses médias. Et là, maintenant qu'il est président, ce sont ces agences de renseignement, nommément la CIA, qui vont le tenir informé grâce à ce qu'on appelle les Intelligence Briefing, Daily Intelligence Briefing, que lui reçoit à titre de président tous les matins. Donc, il sait parfaitement ce qu'on dit de lui au Canada et particulièrement au Québec. Donc, il ne faut pas le prendre pour un imbécile, même si on dit qu'il est un psychopathe, un bum, etc. Bon. Maintenant, il faut comprendre que tout ça va avoir des échos
des échos à Washington, des échos dans nos relations commerciales, politiques et autres. Donc, ça, c'était ma première partie. La deuxième partie, c'est la question de l'alignement idéologique. En quoi ça consiste? Écoutez, notre société est de plus en plus polarisée. Vous avez d'un côté un clan conservateur, de plus en plus conservateur, et de l'autre côté un clan dit, entre guillemets, progressiste, avec des idées de plus en plus audacieuses. Et là, je m'explique. Définissons d'abord les conservateurs. Les conservateurs, en général, les vrais conservateurs, pas les progressistes conservateurs créés par Brian Mulroney là, ou encore Doug Ford en Ontario. Je parle des vrais conservateurs, se rattachent à trois valeurs fondamentales. D'abord, la foi, qui se traduit par la foi chrétienne, généralement. Ensuite, la famille, la croyance dans la famille, dans le noyau familial, et dans la tradition. Donc, trois éléments, la foi, la famille et la tradition. Voici. Cette foi s'articule autour du judéo-christianisme dans les 10 commandements et qui fait que l'homme est fait à l'image de Dieu, donc que la vie est sacrée. Et voilà, tout ça va avoir des conséquences, bien entendu. La famille, l'importance d'identifier un homme et une femme avec des enfants dans un cadre familial, ce qu'on va appeler la cellule familiale, et le tout dans un continuum de tradition, c'est-à-dire d'us et coutumes et de savoir-faire les choses, à savoir comment on organise sa vie sur le plan économique, social, politique. Voilà. Donc, et les progressistes dans tout ça, qui sont-ils? Bien, les progressistes accordent une importance extrême à l'État. L'État remplace la famille, littéralement. Et ce sont les individus et l'État. La liberté individuelle absolue et l'État, ce qui amène l'avortement, le fameux dossier de l'avortement, et ensuite l'euthanasie, et ensuite la libéralisation des drogues, parce que l'État a besoin d'argent, donc à ce moment-là, c'est important de pouvoir en quelque sorte rentabiliser la personne humaine. La personne humaine n'est plus faite à l'image de Dieu, elle n'est plus sacrée, elle est simplement un boulon dans la machine de l'État. Ça, j'en ai souvent parlé dans mes vidéos antérieures. C'est ce qui fait qu'on se retrouve, si on est dans le clan, je dirais, conservateur, avec des oligarques d'entrepreneurs, comme par exemple Elon Musk, Jeff Bezos, et du côté des progressistes, eh bien, on va plutôt parler d'oligarques financiers. Hein? On sait que Wall Street a toujours appuyé Mme Clinton, Barack Obama, et que le milieu de la finance, le milieu bancaire, on le voit avec Mark Carney au Canada, qui va remplacer Justin Trudeau, c'est un oligarque financier. Donc, voilà, ce sont deux situations extrêmes, deux positions extrêmement polarisées. Et dans le contexte actuel, il y a le cas particulier de Mme Smith en Alberta, la première ministre Danielle Smith, qui, elle, a décidé de prendre une position distincte. Mais ça, je vais y revenir. Le troisième point, ce sont les mesures fiscales. D'abord, Trump veut imposer des tarifs. Il veut frapper fort l'aluminium en ce qui concerne le pétrole, étant donné sa relation de qualité avec Danielle Smith. Il parle de 10%. Et il veut aussi frapper fort sur le pacte de l'automobile, à savoir l'Ontario, ce qui explique la colère de Doug Ford, qui est un faux conservateur, progressiste conservateur. Ça veut dire conservateur budgétaire, mais très libéral au niveau de ce qu'on a appelé le volet social et médical. Donc, Trump veut imposer des tarifs. Ce qu'on propose, le plan du fédéral et des provinces, puisqu'ils se sont, si vous voulez, consultés les uns les autres, donc c'est d'imposer possiblement des contre-tarifs et de boycotter. Les contre-tarifs et le boycott pourraient être une mesure intéressante qui pourrait peut-être entraîner une négociation. C'est simplement ce que je pourrais appeler une soft reaction. C'est une réaction mesurée, prudente, les contre-tarifs et le boycott. Mais voici, il y a un éléphant dans la pièce, dans cette histoire-là, des réactions de ce que devrait être la réponse du Canada et du Québec. Puis là, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que M. Jean Chrétien, lors d'une entrevue avec Patrice Roy, a dit qu'on pourrait peut-être leur couper le courant. Ah, couper le courant.
On coupe l'électricité. Hein? Hydro-Québec fournit une partie de la Nouvelle-Angleterre. Hein? Ça va même peut-être jusqu'à New York. Je ne connais pas tout à fait l'étendue du réseau à cet égard, mais une chose est certaine, on est des fournisseurs d'électricité et d'énergie pour une partie de la côte Est. On parle ici, bien sûr, de la Nouvelle-Angleterre et jusqu'à New York. Maintenant, ce discours très agressif qui consiste à couper l'électricité en hiver, eh bien, a été appuyé par Mark Carney, qui a répété, par Justin Trudeau, et par Legault, qui dit que toutes les options sont sur la table. Toutes les options sont sur la table, y compris couper l'électricité aux Américains durant l'hiver. Eh bien, ça risque de mettre des vies en danger, et ça peut être interprété un peu comme le fentanyl, si on ne prend pas une action, je vous dirais, décisive et importante. Ça met en danger des vies américaines. Hein? Et si ça met en danger des vies américaines, à ce moment-là, la réaction du président qui est Commander-in-Chief, n'est-ce pas, contrairement au premier ministre canadien, qui n'est pas un militaire, je l'ai expliqué dans des vidéos antérieurement. Donc, ça laisse deux options pour le président Trump, entreprendre une négociation ou encore réagir comme commandant en chef de l'armée. Et là, on pourrait peut-être se retrouver avec une annexion forcée. Et oui, si on met en péril des vies humaines, et là, évidemment, il y a le dossier du fentanyl, dont le Canada est un grand producteur, un grand exportateur. On sait que le crime organisé emmène large au Canada. Mais, encore là, il faut le prouver, ce n'est pas une action directe, c'est un peu un contrôle. Hein? Les Américains nous demandent de reprendre le contrôle de nos frontières pour l'immigration. En fait, empêcher des terroristes, généralement des terroristes allégués, dont on trouvait un grand nombre à Guantanamo Bay, par exemple, en provenance d'Algérie, qui ont passé par le Québec. Je fais référence au dossier de El Rassam, qui a passé par la région de Vancouver pour éventuellement faire sauter l'aéroport de Los Angeles, mais qui a été capturé au bon moment grâce à une agente frontalière américaine. Son véhicule étant rempli d'explosifs. Voilà, c'est le dossier de l'ensemble. Je pourrais vous donner des références là-dessus si cette question vous intéresse. Puis je vous rappelle par ailleurs qu'environ le tiers des détenus de Guantanamo, lorsque la prison a été occupée à presque 100%, là, il y avait à l'époque 790 terroristes allégués. 25% étaient en provenance d'Algérie. Bon. Donc, je reviens à mon sujet. Si on coupe l'électricité et qu'il y a des conséquences pour les vies humaines sur le territoire américain, est-ce que ça peut être interprété comme un acte de guerre? Et comment peut réagir M. Trump? Comment va réagir le président Trump? Il peut, bien entendu, commencer la négociation. Ça m'étonnerait. Je pense qu'il va vouloir jouer dur et établir une position définitive. Il a lui-même proposé une solution, à savoir l'annexion politique du Canada comme 51e État. Dans une situation normale, on pourrait penser à une possibilité de référendum sur cette question afin de, si vous voulez, clore la question. Mais dans le contexte d'une tension économique et politique et diplomatique qui repose entre autres sur la haine de Trump dont je vous ai parlé, puisqu'on n'a pas préparé le terrain d'un point de vue diplomatique. En fait, la seule première ministre qui a bien préparé le terrain en vue de négociation pour un accord de libre-échange, c'est Danielle Smith. Tous les autres ont embarqué dans le discours violent, haineux, véhiculé par Jean Chrétien, Mark Carney et Legault. Toutes les options sont sur la table. Oh oui, vous allez dire ça au président américain Trump. Bonne chance. Donc, la question qui se pose, est-ce qu'on va se retrouver avec une annexion forcée ou encore une négociation?
Voilà. De toute façon, Joe est certain, notre establishment est en situation d'hystérie et complètement débalancé par rapport au président américain. La seule personne, finalement, qui a fait preuve de prudence parmi les premiers ministres, c'est Daniel Smith. Et je souligne l'intervention tout à fait à propos de l'ancien premier ministre Philippe Couillard, qui fait appel à la prudence et à la sagesse dans nos relations avec le président Trump. Je pense que le premier ministre Couillard a raison. Sinon, on va se retrouver dans une situation extrêmement compliquée et difficile sur le plan économique et sur le plan politique et militaire peut-être, dans une situation dramatique. Donc, ma vidéo est un appel à la prudence, à la sagesse, pour des hommes politiques complètement déboulonnés, débalancés, hystériques. Et ils auraient dû, bien entendu, prendre rendez-vous avec le président lorsqu'il était en Floride, aller le rencontrer, ce que Daniel Smith a fait. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Trump veut frapper d'un tarif le pétrole, mais d'un tarif de 10%. Donc, en d'autres termes, la démarche de Daniel Smith va peut-être produire des résultats, des dividendes, un bénéfice intéressant pour sa province. Pour ce qui est de Doug Ford en Ontario et de Legault au Québec, en ce qui concerne l'aluminerie, souvenez-vous de ce que vous avez dit de Trump au cours des 10 dernières années. Souvenez-vous. La mémoire est une capacité extrêmement puissante. Voilà. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite à commenter, à partager, à commenter oui, et j'ai l'habitude de répondre à vos questions, à vos préoccupations, à vos réflexions. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite là-dessus un bon week-end et une bonne semaine à venir. Au revoir.